Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous avions des signaux lumineux plutôt au vert, on l'a dit les dernières semaines. Pour l'instant, la teinte se trouble un petit peu et est surtout marquée par une certaine incertitude. Car si la baisse significative attendue n'a pas lieu, nous avons pour l'instant des contaminations qui augmentent même un petit peu de 8%, alors que les nouvelles hospitalisations baisse à nouveau très légèrement, mais certainement pas de manière suffisante que pour réduire la pression sur les hôpitaux. Nous avons toujours plus de 3000 patients qui sont hospitalisés, largement plus de 900 au niveau des soins intensifs et le nombre de décès augmente encore légèrement. Si on s'intéresse aux nouvelles contaminations, comme on le voit sur la première diapositive, on a eu en moyenne 3884 nouvelles infections rapportées. C'est une augmentation de 8% sur une base hebdomadaire. Alors, il faut dire que cette augmentation est perturbée partiellement par la base de comparaison, puisque après 10 jours de diminution, on a le fait que cette fois-ci, nous comparons deux choses difficilement comparables. Autrement dit, on a 2 semaines qui ne sont pas marquées par le même nombre de jours où on travaille, puisqu'il y a une semaine de Pâques, et donc on compare effectivement des semaines de 5 jours avec des semaines de 4 jours. Et donc la semaine prochaine, on sera en dehors de ce biais, de cet artefact, on aura probablement une idée un peu plus claire, mais on peut avoir un proxy, si on peut dire, des réelles valeurs en excluant les lundis de la comparaison, et à ce moment-là, on constate encore toujours une diminution, mais qui est limitée à 5%, donc on n'est certainement pas vers le toboggan de descente qu'on espérait avoir au niveau du nombre de contaminations. Si on s'intéresse au groupe d'âge, on se rend compte que ce sont chez les enfants et les adolescents qu'on a la tendance à la baisse la plus marquée, en l'occurrence de 22% et de 6%, mais qu'en contraste, ce sont les gens dans la vingtaine qui ont le plus grand nombre de contaminations, et c'est eux aussi d'ailleurs pour lequel l'augmentation des chiffres est la plus élevée, en moyenne de 18%. Si on essaie de voir ce qui se passe au niveau national, au niveau des cartes, on se rend compte effectivement qu'il y a des différences avec une diminution de l'ordre de 5% dans la région bruxelloise, comme dans le Brabant wallon, le namurois, et pratiquement la même chose dans le Luxembourg. Les hospitalisations continuent de diminuer, mais très lentement. Et on le voit sur la diapositive, on n'est pas du tout devant la forme du pic que nous avons connu avec sa descente après la première et la deuxième vague, mais devant une forme beaucoup plus arrondie, beaucoup plus plane, si on peut dire. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 240 nouvelles admissions par jour. C'est 5% de moins que la semaine précédente. Il est clair qu'ici, il n'y a pas d'effet des vacances et du lundi de Pâques. On constate cependant encore des hausses, et on constate des hausses dans la moitié des provinces, en pratique dans la province d'Anvers, dans le Limbourg, dans la Flandre orientale, dans le Brabant flamand, mais aussi dans la province de Liège. Le taux d'occupation des hôpitaux reste actuellement à un niveau élevé, et nous avons 3032 patients Covid dans nos hôpitaux, soit 3% de moins que la semaine précédente. Mais il faut souligner que parmi ces patients, il y a 930 patients en soins intensifs, et ça c'est 2% de plus que la semaine précédente. Nous avons eu la charge maximale au niveau des soins intensifs le mardi 13 avril, où nous avons atteint le pic actuel de 947 patients hospitalisés à ce niveau-là. Et je pense qu'il est important de souligner qu'il faut absolument maîtriser cette charge et ce taux d'occupation, car on ne peut pas indéfiniment augmenter le nombre de lits de soins intensifs. On peut bien sûr assez facilement créer un nouvel espace avec un lit, par exemple, dans des salles de réveil ou des salles d'opération qui ne seraient pas employées, mais on ne peut pas créer un personnel hautement qualifié en quelques semaines. Il faut des mois, pour ne pas dire des années pour cela, et il est clair qu'à ce niveau, nous ne pouvons pas étendre les choses de manière indéfinie. Si on s'occupe du nombre de décès, vous voyez qu'effectivement, il a augmenté légèrement. Nous déplorons actuellement 41 décès par jour, soit 3% de plus que la semaine précédente. Ces décès se produisent toujours chez les personnes entre 65 et 85 ans, et on le verra par la suite,
essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, en dehors des maisons de repos. Concernant les variants, où en sommes-nous? Nous sommes dans une grande stabilité concernant le variant britannique, puisqu'il est largement dominant aux environs de 85%. Pour les variants sud-africains et brésiliens, ils sont tous les deux à peu près au même niveau actuellement, 4,8 et 4,2%. Ils ne connaissent, je dirais heureusement pour nous, pas la même envolée qu'on a connue pour le variant britannique durant les semaines du mois de janvier, février et mars. Au niveau de la vaccination, et on y reviendra plusieurs fois dans cette communication, les résultats sont encourageants puisque nous avons actuellement 2 059 000 personnes, soit 18% des Belges au total, qui ont reçu une première dose de vaccin et 659 000 qui ont reçu une deuxième dose. Ce qui nous amène à avoir dans la population des plus de 65 ans, 56% des gens qui ont reçu une première vaccination. Surtout, et je pense que c'est important, on a assez parlé du fait que la campagne avait peut-être débuté de manière lente, comme elle a fait d'ailleurs dans quasi tous les pays d'Europe occidentale. Il faut souligner que le nombre de vaccinations est en forte augmentation sur une base hebdomadaire, puisqu'on est passé de 330 000 vaccinations par semaine à 520 000 vaccinations par semaine, autrement dit un demi-million de personnes. Dans les messages ou les discussions qu'on voudrait avoir avec vous aujourd'hui, il y en a une qui a trait aux mesures prises récemment et aussi à l'état du testing dans notre pays. On le sait tous, le Codeco, le comité de concertation, a donné un certain nombre de mesures d'assouplissement pour les semaines et les mois qui sont devant nous. L'accent y est mis sur les activités extérieures pour le mois d'avril et pour le mois de mai et sur des activités intérieures à partir du mois de juin. Ce plan est parfaitement réalisable, mais il ne va pas de soi. Les mesures actuelles restent pour l'instant indispensables pour inverser la courbe et je pense qu'on a assez montré aujourd'hui que cette courbe avait des difficultés à s'inverser et donc il faut lui donner un coup de pouce et le coup de pouce, c'est nous qui pouvons le donner. Il est clair que le vaccin va jouer un rôle fondamental, déterminant à moyen et à long terme, mais que pour l'instant, le taux de vaccination n'est pas encore suffisant que pour donner ce coup de rein nécessaire, pour avoir un impact substantiel. Parmi les gens qui sont actuellement à l'hôpital, il y a pas mal de jeunes seniors ou de personnes d'âge moyen, ça veut dire dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, et ces personnes, il nous faudra encore quelques semaines avant de pouvoir entamer leur vaccination et plus de semaines encore, bien sûr, avant de pouvoir la finir. Dans ce contexte-là, il ne faut donc pas oublier les mesures dont on vous parle de longue date et qu'on va donc vous répéter, c'est-à-dire de limiter nos contacts, bien sûr, surtout à l'intérieur, de nous rencontrer essentiellement à l'extérieur et au moindre symptôme, au moindre de doute, de vous faire dépister. Même si vous avez des symptômes modérés, la gorge qui pique un petit peu, une très légère toux, le nez qui coule, un peu de fatigue, un peu de mal de tête. Ces 2 dernières semaines, en effet, on constate une trop forte diminution du nombre de tests, partiellement explicable bien sûr par les vacances, mais nous sommes passés de 70 000 tests par jour à peu près à 40 000 tests par jour. Et en contraste, malheureusement, on se rend compte que le taux de positivité de ces tests n'a jamais été aussi important depuis 5 mois, puisqu'il atteint actuellement 9,5%, alors qu'on venait à peu près des 7%. Cela veut dire indubitablement que du virus circule, et que du virus circule que nous ne dépistons pas encore à cause de ce manque de tests, de ce déficit de tests. Il faut donc absolument là insister sur le fait que nous dépendons encore du fameux trépied qui est effectivement celui du testing, du traçage des contacts et bien sûr de la quarantaine suivie éventuellement de l'isolement. Ce trépied édicté de longue date reste fondamental pour lutter contre l'évolution du virus. Si on a des symptômes, faites-vous tester. Et je dirais, si on a des symptômes, faites-vous tester de manière préférentielle, classiquement, c'est-à-dire par le frottis nasal assez prononcé, qui fait une analyse de type PCR par un spécialiste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est vraiment de loin le plus fiable. N'employez pas un autotest pour ce type de testing avec des symptômes. Pourquoi? Parce que l'autotest
va malgré tout rater un certain nombre de personnes qui sont positives et que l'autotest est beaucoup plus adapté à des situations intermédiaires, c'est-à-dire des situations dans lesquelles vous n'avez pas de symptômes mais vous comptez rencontrer des gens. Insistons-le, rencontrer des gens avec toutes les précautions nécessaires. Le fait d'avoir un autotest qui soit négatif s'ajoute un peu dans votre confort, dans votre confiance, dans le fait que vous n'êtes pas un danger pour eux, en plus bien sûr du maintien des distances entre les personnes, en plus bien sûr du port du masque. L'autotest ne permet pas de dire que vous n'êtes pas contagieux et ne permet pas d'éliminer ces nécessaires mesures de précaution. Par contre, si vous avez effectivement un autotest positif, il est important d'en référer à votre médecin. Il est important que l'on puisse tracer vos contacts et que justement on ne coupe pas simplement au niveau de votre test positif l'évolution de l'évaluation de la transmission, mais qu'on puisse faire un tracing et qu'on puisse donner des recommandations de quarantaine aux personnes que vous avez rencontrées. Alors, on a parlé de la vaccination déjà là tantôt, et je pense que c'est le moment jamais de montrer l'impact que la vaccination a pu avoir dans notre pays. La stratégie belge, ce n'est pas que la Belgique qui l'a eu bien sûr, mais la stratégie belge a été basée sur le fait de protéger les groupes les plus vulnérables le plus rapidement possible, tant pour leur santé à eux que pour préserver l'encombrement potentiel des structures de santé du pays. Et donc, très clairement, c'est au niveau des maisons de repos et de soins, là où les personnes les plus âgées, les plus fragiles se trouvent, qu'on a mis l'accent, ainsi qu'au niveau du personnel qui encadrait les patients, les résidents des maisons de repos et des soins. Cette campagne a débuté fin décembre, d'abord très lentement à partir du 28 décembre, puis a très vite pris une accélération au mois de janvier pour se terminer le 24 mars. Depuis lors, on a encore des vaccinations, bien sûr, dans les maisons de repos, mais ce sont des vaccinations pour les nouveaux résidents ou en même temps pour des membres du personnel, soit des nouveaux membres du personnel, bien sûr, ou des membres du personnel qui n'avaient pas voulu se faire vacciner et qui ont changé d'avis. À quoi aboutit-on? Eh bien, on le voit sur la diapositive ici, à des résultats qui sont extrêmement intéressants et malheureusement extrêmement contrastés en fonction du fait qu'on s'intéresse aux résidents des maisons de repos ou au personnel des maisons de repos. On est très heureux de constater qu'on a effectivement obtenu au niveau des résidents des maisons de repos une très forte acceptation de la vaccination, puisque au niveau du pays, nous avons 89%, donc pratiquement 9 personnes sur 10 qui sont vaccinées. En Flandre, dans la communauté germanique, vous voyez qu'on a 91% et quelques. En Wallonie, on a 87%. Ceci n'est effectivement guère différent. Et à Bruxelles, 85%. La Commission européenne avait proposé comme objectif à atteindre aux États membres de vacciner au moins 80% des personnes de plus de 80 ans, et ceci pour la fin du mois de mars. On a largement atteint cet objectif dans les maisons de repos, et même si on n'a pas parfaitement atteint pour la fin du mois de mars au niveau des personnes qui ne sont pas en maison de repos, on peut dire que maintenant, avec quelques semaines de retard, on a une couverture de plus de 80% des personnes de plus de 80 ans, qu'elles résident en maison de repos ou qu'elles soient à domicile. Et donc l'objectif là, globalement, a été bien atteint. Par contre, et on le voit sur la diapositive qui suit maintenant, ce n'est pas la même chose qui s'est passée au niveau du personnel des structures en question. Vous voyez qu'au niveau de la Belgique, globalement parlant, nous avons une couverture de 77%, mais qu'il y a d'extrêmement grandes variations régionales. Nous avons en Flandre une couverture de pratiquement 87%, donc très très proche des résidents. Je vous rappelle qu'en Flandre, elle est de 91%, donc le personnel a suivi les résidents de la même manière, ce qui n'est pas du tout le cas, comme on le voit ici, en Wallonie, avec 58% de couverture, et à Bruxelles, avec 47% de couverture. La communauté germanophone se trouve un petit peu entre les deux, avec 65% de couverture. C'est une tendance à la moindre vaccination du personnel de santé dans les maisons de repos que nous avons déjà connue pour d'autres maladies des voies respiratoires, comme la grippe par exemple. Et assez traditionnellement, je dirais malheureusement, les campagnes de vaccination du personnel contre la grippe prennent moins bien en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Si on essaye de voir pourquoi les personnes refusent cette vaccination, que ce soit d'ailleurs en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de raison médicale. Il n'y a pas une allergie grave au vaccin ou autre chose du même style. Et donc,
clairement, il y a là un blocage par rapport à la vaccination chez certaines personnes, tant d'ailleurs au niveau du personnel qu'au niveau de très peu, heureusement, des résidents. Et les raisons de ce refus devront vraiment être approfondies pour essayer d'améliorer ces scores qui ne sont clairement pas bons à Bruxelles et en Wallonie. Alors que la campagne de vaccination, on l'a déjà dit, on va le détailler encore un peu plus ici, a eu un impact majeur et que ses bénéfices sont de plus en plus évidents. On a ainsi constaté que le taux d'infection parmi les résidents est resté remarquablement bas. On vous en parle vendredi après vendredi depuis des semaines dans toutes les régions, avec moins de 2 cas pour 1000 résidents par semaine. Et ceci reste actuellement extrêmement stable. Il n'y a pas d'échappement à ce niveau. Les grands foyers épidémiques sont devenus extrêmement rares. Et lorsqu'il y en a, ce sont des patients qui ne sont plus alors hospitalisés pour des raisons sévères, mais dans la majorité des cas, ce sont des symptômes sévères de grippe, de bronchite, de diarrhée avec des malaises, mais plus du tout avec les malheureuses hécatombes qu'on a connues dans certaines maisons de repos il y a quelques mois encore. Au cours de la semaine écoulée, il y a eu 1% des maisons de repos en Flandre où on a signalé au moins 10 cas. Il n'y en a pas dans les autres régions du pays. Ça souligne bien l'impact du vaccin à ce niveau. Au niveau des hospitalisations, on voit que les résidents de maisons de repos et de soins ne constituent plus que 1% des hospitalisations. Et on vous l'a déjà dit, au mois de décembre, c'était encore 20%. Au mois de décembre, donc avant le début de la campagne de vaccination. Ceci est très bien illustré par le schéma que vous voyez maintenant. Vous voyez une ligne en vert foncé, pratiquement en noir d'ailleurs pour moi, qui indique le nombre total d'hospitalisations. Vous voyez une ligne en vert clair au milieu qui vous montre, elle, le pourcentage d'hospitalisation en provenance des maisons de repos et de soins. Et vous voyez la ligne du bas qui est le nombre total de patients venant des maisons de repos et de soins. Les deux lignes verticales vous montrent le début de la campagne de vaccination pour la première dose et pour la deuxième, le début de la campagne de vaccination pour la deuxième dose. Et vous voyez qu'en dépit du fait que la ligne sombre du milieu s'est partie vers la montée au niveau du mois de février, et on sait tous que c'est le début à ce moment-là de notre troisième vague, eh bien on se rend compte que les deux autres lignes soit sont remarquablement plates, soit continuent de manière imperturbable à descendre, et montrant donc totalement là l'impact sur les hospitalisations par rapport aux résidents de maisons de repos et de soins. C'est la même chose qui s'est marquée au niveau des décès dans ces structures, puisque alors que globalement dans le pays, et malheureusement on a une augmentation, on vous le dit, conférence de presse après conférence de presse, des décès dans la tranche 65 à 85 ans, le nombre de décès chez les résidents de maisons de repos continue à diminuer. La semaine dernière, il y a eu 14 décès liés au Covid dans les maisons de repos. C'est 6 de moins que la semaine précédente. Et ceci est une tendance qui se perpétue de semaine en semaine. Sur les 276 décès qu'on a dû déplorer au cours de la semaine, 5% sont liés à des décès de résidents de maisons de repos, alors qu'ils étaient encore il y a quelque temps de 50% à ce niveau-là. Pour ceux qui en doutent encore, eh bien, je pense que ces chiffres montrent de manière vraiment concluante que non seulement dans l'abstrait, non seulement dans les études publiées dans les journaux scientifiques, mais dans la réalité du terrain et dans la réalité du terrain de notre pays aussi, la vaccination a un impact, et ce, y compris chez ceux qui sont les plus fragiles, les personnes les plus âgées. Le vaccin est vraiment notre bouée, si pas notre radeau de sauvetage contre les vagues virales, et je pense qu'il faut vraiment se souvenir de ça en première intention. Merci.